Avant le week-end dernier, il paraissait possible que la République islamique d'Iran ne tienne pas jusqu'à lundi, alors que les États-Unis avaient déployé des forces au Moyen-Orient depuis des semaines. Après les menaces iraniennes et le tumulte diplomatique, il était clair dès vendredi soir que tous les voyants régionaux étaient en taux rouge. Des avions de chasse de pointe étaient prêts sur les pistes du Moyen-Orient. Les systèmes de défense antimissiles ont été activés et les médias du monde entier, nous y compris, ont préparé un week-end entier de couverture continue. J'avais misé beaucoup sur Polymark. Mais lorsque le moment de vérité est enfin arrivé, tout est resté calme. Sur le front iranien, à ce jour, le guide suprême Khomeini dirige toujours la nation. Les manifestants iraniens restent chez eux, la garde révolutionnaire demeure incontestée. Les forces américaines restent et renforcent leur présence, tandis que Washington invite les ayatollahs à négocier. Le week-end dernier, pas de guerre au Moyen-Orient, mais aujourd'hui la région est sur le fil du rasoir. Et la question la plus importante à poser est la suivante. Pourquoi l'Amérique n'a-t-elle pas appuyé sur la gâchette ? Au début de l'épisode d'aujourd'hui, il faut surtout comprendre que tous les acteurs de la crise du Moyen-Orient jouent un double jeu. Les États-Unis annoncent des pourparlers et renforcent leur présence régionale. Le gouvernement iranien menace de représailles et rejette publiquement les négociations, tout en suggérant discrètement être ouvert au dialogue. Israël affirme simplement suivre l'exemple américain, malgré des explosions suspectes dans plusieurs villes iraniennes. En public, les États du Golfe d'origine insistent à la fois sur le fait qu'ils n'aideront pas les États-Unis et sur le fait qu'ils attaqueront l'Iran avec toutes leurs forces s'ils sont pris pour cible. En privé, ils facilitent les négociations, tout en faisant discrètement signe aux Américains qu'ils approuvent une attaque future. Ainsi, nous ne négligerons pas la rhétorique nationale dans cet épisode, mais nous ne nous y fierons pas pour comprendre la situation. Nous nous concentrerons plutôt sur les actions. En étudiant ce que font ces nations plutôt que ce qu'elles disent, nous serons plus près de la vérité. Lorsque nous affirmons que ce week-end, les États-Unis semblaient donc prêts à passer à l'action avant une intervention militaire massive en Iran, ce n'était pas une analyse unique de notre équipe. Le suivi des vols indiquait de nombreux vols stratégiques américains vers et depuis le Moyen-Orient, et les images satellites montraient un important déploiement de défenses aériennes américaines. Sans doute pour se protéger des vagues de drones et missiles balistiques iraniens en représailles immédiates. Le USS Abraham Lincoln et son groupe aéronaval semblaient stationnés au large d'Oman. Alors que de puissants navires de guerre américains optimisés pour la défense aérienne arrivaient dans un port israélien, signe particulièrement inquiétant pour l'Iran, des avions ravitailleurs ont décollé des États-Unis pour des traversées transatlantiques, confirmées comme escortant des chasseurs furtifs et des avions de guerre électroniques avancés. C'est le genre de choses qu'on ne s'attendrait à voir que si une attaque était imminente à quelques jours ou quelques heures de commencer. Et ce n'était pas les seuls signes que l'Amérique était prête à agir. Avant le week-end, les États-Unis ont imposé une exigence comprise mondialement. L'Iran ne pouvait tout simplement pas, ou ne voulait pas, accepter une dénucléarisation totale et la fin de toute ambition nucléaire civile ou militaire comme base pour une désescalade. Cette exigence révélée puis rejetée donnerait aux États-Unis le prétexte d'agir. Les sources israéliennes ont commencé à bourdonner avec leur propre fuite constante, indiquant que le gouvernement israélien croyait que les opérations étaient sur le point de commencer. Les médias américains affirmèrent que Washington avait prévenu un allié clé du Moyen-Orient de possibles frappes ce week-end, tandis que d'autres sources à Washington annonçaient que Donald Trump étudiait plusieurs options de frappe d'ici vendredi. Des rapports plus significatifs ont affirmé cela. Le ministre de la Défense saoudien aurait reconnu en briefing privé que les États-Unis devraient agir contre l'Iran, ce qui inverserait la position saoudienne. Après avoir mené les États du Golfe contre une intervention militaire, Politico a rapporté ce jour-là qu'un consensus avait été trouvé parmi d'autres dirigeants du Golfe. L'Amérique allait attaquer, qu'il le veuille ou non, ce qui semblait anticiper que l'Amérique pourrait effectivement passer à l'attaque. L'Iran a rapidement annulé des exercices militaires prévus dans le détroit d'Ormuz, que la télévision d'État avait annoncé quelques jours plus tôt, les responsables iraniens niant que de tels plans aient jamais existé. Trump privilégie les actions militaires le week-end pour laisser à Washington le temps de gérer les conséquences avant la réouverture des marchés le lundi. Alors que les derniers obstacles tombaient, le monde se préparait au chaos, mais le week-end s'est passé sans violence directe. Les États-Unis n'ont pas lancé leur opération comme prévu. L'Iran n'a pas lancé de frappe préventive ni agi dans le détroit d'Ormuz. Les deux camps sont donc restés en attente. Le samedi et le dimanche n'ont bien sûr pas été totalement calmes. L'Iran a été secoué par 2 explosions suspectes samedi. À Bandar Abbas et Avaz, 7 morts au total selon les médias d'État.
Les explosions sont officiellement dues à des fuites de gaz. Et pour être honnête, c'est en fait une explication plausible. Les infrastructures gazières iraniennes dans les années 2020 représentent un véritable danger pour les citoyens du pays. Et les accidents mortels ne sont pas rares. Les deux explosions ont aussitôt éveillé des soupçons sur une implication étrangère, notamment des services de renseignement israéliens. Des rumeurs évoquaient la mort d'un commandant naval iranien dans une explosion, mais l'Iran a démenti. Ce week-end, les dirigeants iraniens et américains ont annoncé dans les médias et sur les réseaux sociaux que leur pays négociait. Ali Larajani, haut responsable iranien, a annoncé sur X que l'Iran et les États-Unis préparaient un cadre pour des discussions plus structurées prochainement. Le Premier ministre du Qatar a rencontré l'Iran, transmettant des messages des États-Unis. Les présidents d'Égypte et d'Iran ont discuté par téléphone d'une proposition pour résoudre le conflit. Mais bien que Washington et l'Iran aient chacun affirmé que leurs diplomates travaillaient en coulisses à un accord, les actions de Washington racontaient une toute autre histoire. Lundi, les vols intercontinentaux des avions de transport stratégique américains ont repris, mais décollaient en cette fois, de la base aérienne de Kadena à Okinawa, et non des États-Unis. Les États-Unis y ont installé des systèmes de défense antimissiles Patriot et THAAD, ce dernier conçu pour intercepter les missiles balistiques. Plusieurs autres vols ont acheminé des cargaisons non spécifiées, probablement des munitions, pour approvisionner les nouveaux avions furtifs américains récemment arrivés, désormais stationnés en Jordanie. Le retrait des défenses antimissiles américaines d'Okinawa est très significatif. Ces défenses protégeraient l'une des principales bases américaines de l'Indo-Pacifique en cas de conflit avec la Chine sur Taïwan. À la base américaine très sensible de l'océan Indien, sur Diego Garcia, des images satellites ont révélé la présence de plusieurs nouveaux avions, y compris des avions de transport connus pour opérer avec des unités de forces spéciales puissantes qui pourraient, en théorie, lancer des raids terrestres à l'intérieur de l'Iran. Dès lundi, tous les navires de combat que les États-Unis avaient stationnés à Bahreïn étaient, selon les rapports, en route dans le golfe Persique. D'autres ravitailleurs aériens se préparaient aux États-Unis pour transporter plus d'avions furtifs. Nous voulons ensuite discuter des raisons pour lesquelles les États-Unis ont semblé changer leur plan ce week-end, ou s'ils revoient vraiment leur approche. Avant tout, nous devons évoquer un projet cher à l'équipe de Warfront, notre site premium et service d'abonnement. France Echo, l'un des nôtres, est resté tard pour lancer la nouvelle version du site. Le site est désormais un peu plus rapide et fonctionne mieux. Je trouve juste qu'il a l'air cool. C'est lui le gars de la tech, il sait ce qu'il fait. Mais moi je me dis juste, ça a de la gueule mon pote, franchement. Ici, sur Warfront et notre chaîne sœur Homefronts, notre équipe travaille jour et nuit pour vous offrir des analyses approfondies et actuelles, entièrement gratuites, dans au moins 8 épisodes chaque semaine. Pour découvrir davantage notre travail, rendez-vous chez Fronsco. Voilà. Nous offrons en continu des vidéos exclusives et des analyses écrites sur les détails, récits et conflits méconnus qui façonnent le monde. L'abonnement coûte 5 $ par mois ou 50 par an avec accès à des contenus exclusifs. Cela nous permet de poursuivre gratuitement notre travail pour notre public mondial. Merci aux abonnés et allez voir. On reprend. Entre les explosions mystérieuses en Iran ce week-end et le déploiement constant des forces américaines dans la région, il est évident que les États-Unis n'ont pas seulement hésité. Les États-Unis augmentent leur envoi de matériel au Moyen-Orient, et leurs alliés ne comptent pas relâcher leur vigilance. Quelque chose a visiblement changé pour que les États-Unis passent de la mobilisation à l'attente, selon des médias américains citant Washington. Des sources proches de Donald Trump indiquent que ce changement serait lié aux options qui lui ont été présentées. Selon elles, Trump choisirait entre 2 options militaires. Soit frapper le régime si fort qu'il serait incapable de résister aux exigences américaines et serait forcé de se soumettre, soit renverser purement et simplement le régime. Le problème cependant, c'est que dans tous les cas, les priorités de Donald Trump semblent être que toute action américaine soit rapide, globale, et ne risque pas de se transformer en une campagne militaire de longue durée. Ainsi, pour réussir, les États-Unis doivent employer une force massive avec précision. Renverser le régime iranien nécessite plus pour les États-Unis que d'éliminer le guide suprême, ses alliés et quelques centres de commandement. Les États-Unis devraient anéantir le gouvernement et l'armée iranien pour provoquer l'effondrement du régime en minimisant le risque que des factions internes reprennent le pouvoir. Il est aussi nécessaire de sécuriser les sites nucléaires iraniens avant la disparition de l'uranium enrichi et d'autres ressources clés.
D'un autre côté, si les États-Unis veulent frapper l'Iran si durement qu'il soit forcé d'accepter les exigences américaines, alors ils ne peuvent pas détruire toute la direction iranienne. Après tout, il doit bien rester quelqu'un en vie avec qui négocier. Cela signifie infliger tellement de dégâts aux autres atouts du régime que ceux qui restent après coup n'auront tout simplement pas d'autre choix. Aussi redoutables qu'elles l'étaient, évidemment, les forces dont disposaient les États-Unis en ce début de week-end ne semblaient en tout simplement pas suffisantes pour garantir le succès dans la poursuite de l'un ou l'autre de ces objectifs précis. Ces forces auraient non pu décapiter le régime iranien, démanteler ses défenses aériennes ou menacer des actifs économiques clés. Mais elles n'auraient peut-être pas suffi à renverser ou forcer l'obéissance du régime actuel. Le court délai voulu par Donald Trump ne signifie pas que l'Amérique a renoncé à son objectif. Ces récents mouvements militaires indiquent le contraire, notamment le retrait des défenses aériennes d'Okinawa. Ce choix n'est pas anodin pour Washington. Cela suggère que les États-Unis jugent leurs objectifs en Iran assez importants pour risquer d'affaiblir temporairement leur défense. Ailleurs, les États-Unis n'ont pas de système de défense antimissiles illimité, notamment THAAD, déjà très sollicité contre les missiles balistiques. Mais si Washington veut vraiment une affaire simple et rapide, avec des objectifs ambitieux comme faire tomber le régime ou l'obliger à abandonner ses revendications de longue date, les États-Unis auront besoin de bien plus de matériel militaire dans la région. De plus, il y a les négociations en cours entre Washington et l'Iran. Beaucoup de mouvements avant un sommet régional cette semaine en Turquie, selon des responsables du Moyen-Orient lors d'une conférence de presse internationale. Turquie, Égypte, Qatar, Arabie Saoudite et Pakistan coopèrent pour réunir le ministre iranien des Affaires étrangères, l'envoyé spécial américain et d'autres acteurs clés à la table des négociations rapidement. Lors de ces discussions, les États-Unis et l'Iran se concentreront entièrement sur le programme nucléaire iranien, selon les informations. Les États-Unis ont maintenu leur position selon laquelle la dénucléarisation totale de l'Iran est la seule façon d'éviter un conflit, tandis que l'Iran a insisté sur le fait qu'une telle concession serait impensable. Les discussions ne devraient pas aborder le programme balistique ou le soutien de l'Iran à ses forces au Moyen-Orient, du moins à court terme. Certaines sources évoquent une possible seconde série de négociations parallèles sur ces questions. Le soutien coordonné de plusieurs nations musulmanes à cette initiative indique une forte organisation en coulisses. Ces mêmes nations se rassemblent de plus en plus dans des pactes de sécurité, s'entraidant et s'opposant aux intérêts israéliens et émiratis. Le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis aurait été invité, et ces pays ont une forte influence à Washington et en Iran. Ce groupe de médiateurs internationaux pourrait probablement réunir les deux parties pour négocier. Par ailleurs, concernant la question nucléaire, des rapports récents suggèrent que les États-Unis pourraient avoir des raisons d'être inquiets. Des images satellites montrent une activité récente sur 2 sites nucléaires bombardés l'an dernier par les États-Unis. Ce qui est particulièrement préoccupant, étant donné que plus de 400 kg d'uranium hautement enrichi iranien restent introuvables et que le gouvernement iranien refuse de dire où il se trouve ou ce qu'il en est advenu. Si le nucléaire iranien préoccupe surtout les États-Unis et Israël, les pays du Moyen-Orient auraient sans doute d'autres motivations selon les rapports. Selon des sources régionales, leur principale crainte est une déstabilisation accrue en cas d'action militaire contre l'Iran. Une guerre serait très problématique si l'Iran lançait des représailles visant l'infrastructure énergétique des États du Golfe, plutôt qu'Israël. Les nations du Golfe ont clairement indiqué à l'Iran qu'elles n'autoriseraient pas les États-Unis à utiliser leur territoire ou espace aérien pour des attaques. Elles promettent que si leurs installations sont attaquées, ces nations utiliseront pleinement leurs forces armées pour se défendre et riposter contre toute action iranienne. Donc à ce stade, une possibilité semble être que ces négociations pourraient réellement commencer, suspendant indéfiniment les tensions régionales pendant que les nations œuvrent à une résolution pacifique. L'autre option, bien sûr, est que les négociations ne soient qu'un écran de fumée. Ce ne serait pas la première fois que les États-Unis utilisent récemment le vernis des négociations pour dissimuler une action militaire imminente. Trump a parlé au téléphone avec le président vénézuélien Nicolás Maduro peu de temps avant l'opération visant à le capturer. En 2025, les États-Unis semblaient négocier avant de bombarder des sites nucléaires iraniens. De plus, ils n'ont pas à tout donner d'un coup. Ils pourraient effectuer des frappes symboliques, bloquer le golfe Persique ou forcer l'Iran à se conformer. Dès lundi soir, Reuters avait rapporté que des responsables occidentaux et israéliens commençaient déjà à exprimer des doutes quant à la tenue réelle des négociations. Lundi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré l'opposant Yair Lapid, qui a ensuite affirmé que tout Israël est uni contre l'Iran. Ce genre de réunion et de messages publics semblerait être déplacé sans probabilité d'action militaire.
Et même les récents messages de l'Arabie saoudite que nous avons mentionnés plus tôt, dans lesquels son ministre de la Défense a admis que les États-Unis devraient improbablement agir contre l'Iran, sapent toute la dynamique en faveur des négociations. C'est la situation actuelle, les États-Unis devront agir vite, quelle que soit leur décision. Les millions de manifestants iraniens restent dans la tourmente, espérant un signe du soutien mondial. Avant qu'ils puissent justifier de retourner dans les rues pour poursuivre leur soulèvement, pour ce que ça vaut, les États-Unis et l'Iran semblent avoir des visions très différentes des manifestants, tandis que les dirigeants américains semblent espérer que les manifestants retourneront dans les rues. Ils ne semblent pas être pris en compte par Washington comme facteur rendant un changement de régime plus probable. L'Iran, cependant, semble être plus préoccupé par la menace que représente son propre peuple que par celle posée par l'Amérique. Des sources iraniennes ont déclaré à Reuters que des hauts responsables avaient informé le guide suprême que la peur ne dissuadait plus efficacement le public. Si les États-Unis lançaient une attaque limitée, les manifestants pourraient, selon Reuters et une source iranienne, infliger des dommages irréparables à l'establishment politique. Une attaque combinée à des manifestations de personnes en colère pourrait mener à un effondrement. C'est la principale préoccupation parmi les hauts responsables, et c'est ce que veulent nos ennemis. Fin de citation. L'Amérique n'a pas attaqué l'Iran le week-end dernier, mais cela ne veut pas dire que la crise au Moyen-Orient est finie. Des négociations seraient en cours, mais les actions des États-Unis laissent penser que l'Amérique se prépare à des issues bien différentes. En près de 50 ans de direction, la République islamique d'Iran n'a jamais fait face à des enjeux aussi importants qu'actuellement. Merci de votre attention.